Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Salut, c'est Seb Sullivan. Pour débuter ce premier épisode de l'année 2024, je tiens d'abord à vous souhaiter une excellente année, riche en projets pro et perso. Soyez déterminés et positifs dans vos engagements. Dans le podcast Passion d'entreprendre, on parle de tous les sujets qui concernent les entrepreneurs qui nous racontent leur parcours. Mon objectif est de rencontrer en face à face des gens investis et passionnés dans leur façon d'entreprendre. Dans ce 26e épisode, on échange avec Paul de la startup Seven. Il a co-créé le premier télescope modulaire au monde. On parle avec lui de son parcours et de sa vision d'entreprendre. On finira comme d'habitude l'émission avec la citation du soir. Bonne écoute. Bonjour Paul, merci de m'accueillir ici à Unitech. Première question, comment t'es venu toi l'envie d'entreprendre ? Alors, l'envie d'entreprendre, ça fait très longtemps qu'elle existe. J'ai eu une vie professionnelle autour de la construction de projets ou de la gestion de projets. Du coup, j'ai toujours pu alimenter cette envie au gré du temps. Et avec un copain qui est aujourd'hui mon associé, on se disait souvent à la machine à café qu'un jour on montrait notre boîte. J'ai pas de raison particulière ou je sais pas identifier une motivation précise sur mon envie d'entreprendre, mais par contre, je sais depuis que j'ai 20 ans, elle a toujours existé. Et, je me voyais pas salarié à 50 ans, par exemple, ou pas sans avoir fait quelque chose de mes mains avant. Donc là, on va parler de la structure, la startup Seven. Tu penses que c'est ça qui t'a donné l'envie d'entreprendre ou tu avais vraiment l'envie d'entreprendre, tu aurais pu faire autre chose ? Non, il faut les deux. L'envie, elle était là. Après, il fallait un facteur confiance. Et pareil, avec ma précédente vie professionnelle, j'ai pensé avoir acquis un ensemble de compétences et de connaissances suffisantes pour me donner assez de confiance en moi, pour me dire « Ok, je suis capable de relever le challenge ». Alors ça, tu le sais jamais avant avec certitude, mais en tout cas, il y avait ce facteur confiance qui était là. Pareil pour mon associé. Donc, on était assez mature, assez prêt pour se lancer. Ensuite, il y a eu le projet de Seven, qui à la base n'est pas un projet professionnel. C'est-à-dire je pars d'un besoin perso autour de mon télescope. Finalement, Damien, que je consulte sur le sujet, qui a une imprimante 3D chez lui, commence à bricoler un truc. Et puis on se rend compte que ça marche. Et c'est à ce moment-là, quand on se dit, il y a peut-être une vie professionnelle ou une réalité professionnelle ou industrielle derrière, et on commence à creuser la question. On évalue que c'est faisable, en tout cas avec les éléments du moment, et on décide de partir dans cette vie professionnelle. Donc on arrête notre job et on passe à temps plein sur le projet. Donc ça s'est fait de façon assez itérative, fluide et assez naturelle en fait. Et ça se passe comment quand justement vous avez cette discussion, vous êtes passionné d'astronomie et vous dites en fin de compte par rapport à ce télescope, on va lancer un business. C'est quoi, c'est un moment précis ou c'est bien avec le temps ? Non, c'est un moment précis. Il y a le fait d'arriver sur une sorte de première preuve de concept ou un prototype qui marche, où on se dit c'est cool, et ensuite il y a l'idée de se dire qu'il y a des gens ailleurs dans le monde qui en ont besoin aussi. Et ces gens, aujourd'hui, on les connaît, puisque c'est notre communauté, ce sont des gens qu'on peut retrouver sur Instagram, sur Facebook, qui commentent nos réseaux sociaux, etc. Ou même, c'est des prescripteurs comme l'Association française d'astronomie, avec laquelle on jobe sur certains sujets, sur lesquels on a un partenariat. Et donc, l'envie, ça se fait assez rapidement, c'est dans une discussion où on se dit, ok, on va le faire, on va vraiment essayer de le faire, et on va le faire pour amener ça sur le marché et permettre à des gens de pouvoir accéder à ça, et très, très, très humblement, le but c'est pas de changer l'astronomie ou de changer le télescope, mais c'est d'apporter un équipement qui soit plus pragmatique, plus simple à transporter, plus simple pour évoluer avec, pour pratiquer l'astronomie. Et c'est ça qui nous motive à la base à passer le projet en mode professionnel. Et donc c'est quoi concrètement pour nos auditeurs Seven, c'est quoi cet appareil ? C'est un télescope à miroir, je détaille pas, je rentre pas dans le technique, mais aujourd'hui, si je fais un parallèle avec le monde de l'appareil photo, quand je suis passionné de photographie ou quand je suis professionnel en photographie, souvent je m'équipe avec un appareil photo réflexe, avec des objectifs interchangeables, et tout l'intérêt c'est que j'adapte mon objectif en fonction de mon contexte, de ma situation de photographie. Dans le monde de l'astronomie, cette polyvalence, elle n'existe pas. Il y a plusieurs types de télescopes qui ont chacun leurs forces et leurs points faibles, qui sont plutôt orientés pour certains types d'usages. Par exemple, il y a des télescopes qui sont plus orientés planétaires, pour observer des planètes, avec un beau niveau de détail.
et des télescopes qui sont plus orientés pour du champ profond, c'est-à-dire pour observer des nébuleuses, des galaxies, etc. Et la contrainte est que quand on est astronome, on va acheter 2, 3, 4 télescopes au gré de sa pratique, parce qu'on va chercher à augmenter la capacité de collecte de lumière, donc on va chercher à augmenter le diamètre du miroir pour absorber plus de lumière, et si j'absorbe plus de lumière, j'ai plus de détails et de luminosité. Et puis on va aller chercher différentes configurations optiques pour optimiser ce qu'on veut observer. Et c'est ça qui crée la répétition des achats de types de matériel différents. Et l'idée, c'était de casser ça. C'est de se dire, OK, comment est-ce que je peux partir d'une base, type mon boîtier nu en photo, et j'ai seulement à changer ce qui doit être changé pour observer, c'est l'optique. Comment je change l'optique de façon simple et efficace. Et le Sevenscope, donc c'est le nom qu'on donne à ce télescope, c'est ça. C'est cette polyvalence, c'est rendre le télescope polyvalent. Donc vous avez lancé un prototype de ce télescope que vous avez financé avec vos fonds propres. Donc dans la continuité, qu'est-ce qui s'est passé juste après ? Alors, très rapidement, on arrive un peu à la limite de nos fonds propres. Si on veut aller plus loin, il faut plus de fonds propres. On a été capable de prototyper, etc. Donc assez rapidement, j'en parle à des copains et mes copains mettent aussi beaucoup de sens dans ce que je fais parce qu'ils me suivent aussi depuis quelques temps et du coup, spontanément, j'ai 2 copains qui sont volontaires pour investir dans le projet. Et d'ailleurs, un gros merci à eux, ils le savent, j'étais encore en visio avec eux hier, mais sans eux, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Et en fait, cet argent-là, il va nous permettre d'aller sur la prochaine étape, qui est celle de prototyper avec un bureau d'études mécanique, qui est ici à Bordeaux, de prototyper la preuve le démonstrateur, qui est le produit aujourd'hui qu'on a, qui permet de vérifier que la modularité, la polyvalence peut bien fonctionner sur un télescope. Et puis, ça nous a aussi permis de financer une campagne de prévente sur Kickstarter. Donc on a travaillé avec une agence de communication pour nous aider là-dessus, de façon à tester le marché, à dire à des gens, voilà, ça existe, si vous êtes intéressé, vous pouvez le précommander d'ores et déjà. Vous avez levé plus de 30 000 euros et tu étais surpris ou c'est quoi ? C'est le fait d'avoir une base, une communauté qui vous a porté par rapport à ça ? Alors, surpris oui, et surtout beaucoup de gratitude pour ces gens-là, je les ai déjà remerciés et je pense qu'on ne manquera pas de le faire dans le futur. Une bonne surprise parce que quand tu te lances sur ce type de sujet, on propose un télescope qui est innovant, un modèle qui n'existe pas, grosso modo un peu sur plan, puisqu'on n'est pas encore sur le produit définitif, il reste à construire, c'était aussi l'objet de ce financement participatif, pour une livraison pour dans un an, en décembre 2024, avec un prix entre 700 et 1050 euros. Donc c'est ces gens qui ont accepté de précommander un télescope, on leur doit énormément. Ils nous aident, clairement, ils sont très structurants pour la suite du projet, donc beaucoup de gratitude. Une forme de surprise, oui, on savait, parce qu'on avait un petit peu mesuré le truc, on savait qu'il y aurait des précommandes et que voilà, mais on savait pas dire combien, et on est super content d'avoir atteint les 25 et d'avoir passé l'objectif des 30 000 euros. Ouais. Donc là, vous avez les précommandes, donc dans un an, il faut livrer. C'est quoi le process pour vous là ? Vous êtes à quel moment charnière de votre structure ? Alors, il y a 2 moments charnières. On a encore un effort pour lever les tout derniers verrous techniques. On sait comment les lever. Maintenant, il faut faire un petit cycle bureau d'études. Il faut financer aussi ce cycle bureau d'études pour aboutir sur le développement, sur ce développement-là. L'enjeu suivant, c'est d'arriver à industrialiser ce premier de série ou ce démonstrateur, c'est d'arriver à en faire une réalité industrielle qui est reproduisible avec le même niveau de qualité cycle après cycle et pouvoir le commercialiser en France et demain en Europe de l'Ouest, voire au-delà des frontières européennes. Donc le gros step technique pour 2024, c'est d'aller chercher l'industrialisation. Pour ce faire, on va avoir besoin de fonds. Donc l'objectif, c'est aussi de convaincre nos prochains investisseurs du bien fondé du projet, de sa réalité, de sa pérennité, de son attrait marché, et d'aller chercher une levée de fonds pour lancer la commercialisation du télescope. Vous êtes 2 sur le projet, comment vous répartissez le travail ? Damien est plutôt concentré sur la partie technique.
du projet. C'est plutôt lui qui est en relation avec tous nos partenaires techniques, bureaux d'études, industriels, etc. Moi, je suis plutôt sur la partie, alors vulgairement la partie business. Je suis plutôt sur le business plan, sur la modélisation du développement de l'entreprise, sur l'évaluation précise des besoins au démarrage et sur les années à venir. Plutôt sur cette partie un peu de stratégie opérationnelle et de stratégie financière et de modélisation du business plan. Évidemment avec Damien aussi, mais voilà, moi je concentre mes efforts là-dessus. Et vous avez l'envie, parce que industrialiser c'est lourd, de le faire en France, ou s'il y a plus de chances que ça se fasse à l'étranger en termes de coûts? Bah, ça c'est une super question à laquelle on n'a pas de réponse unique. Alors je vais plutôt parler en termes d'envie. C'est d'être un fabricant français de matériel, d'astronomie, et pas que, produire aussi des services qui vont aider les astronomes à pratiquer l'astronomie. Quand tu te lances dans une activité industrielle, tu peux pas... C'est-à-dire que j'ai pas 2 millions d'euros en trésor, donc je peux pas poser 2 millions tout de suite sur la table, prendre 10-15 personnes, acheter un outil industriel et dire c'est boum, c'est bon, c'est parti, et puis le temps que la croissance vienne, tenir comme ça sur de la trésor. Ça, j'aimerais beaucoup, mais ça peut pas fonctionner comme ça. Donc, le but, c'est d'évaluer, et c'est ce qu'on fait avec nos partenaires, c'est d'évaluer quel est le bon modèle pour lancer l'activité. Peut-être que ce modèle est en France, peut-être que ce modèle n'est pas en France. S'il n'est pas en France, c'est d'évaluer comment est-ce que ce modèle peut être rapatrié et quelle partie on rapatrie en premier, puis en deuxième, puis en troisième en France. Et donc, il y a plein de possibilités. Ces facteurs de notre capacité à lever des fonds et de notre capacité d'investissement, c'est aussi facteur des coûts que ça engendre en termes de production, en termes d'infrastructure ou en termes de social, et c'est facteur des sommes que sont prêts à investir les astronomes pour s'équiper en matériel. On peut proposer un télescope à 4 000 €, mais on va aussi fermer, on va pas pouvoir adresser tout le marché qu'on voudrait adresser avec un prix à cette hauteur-là. On peut proposer un télescope à 1 000 €, on va pouvoir adresser et le proposer à plus de personnes, mais peut-être qu'on va devoir le fabriquer différemment. Donc il y a aucune décision de prise. Pour l'instant, on est plutôt dans l'évaluation de tous les modèles pour ensuite choisir le bon modèle avec cette volonté à la fin, in fine, dans les années à venir, d'internaliser un maximum en France, ici en Gironde. Tu pourrais nous raconter une anecdote qui t'a marqué justement par rapport au début du projet? Sur recommandation d'une personne, on s'était rapproché d'une association qui est à Gradignan qui s'appelle Transtech. Transtech, c'est une association qui accompagne les inventeurs dans justement ce travail de développement, d'innovation, d'accompagnement autour du brevet jusqu'à l'industrialisation ou la gestion du brevet derrière. Et donc, on rencontre, ils s'appellent Thibaut et Henri, ils sont géniaux. On les rencontre en visio en décembre 2021 et on leur présente tout ça en fait. On leur présente notre prototype, c'est le deuxième prototype, on leur présente un peu notre business plan, notre vision, etc. Et ils nous disent, on est super étonnés que vous ne veniez que maintenant nous rencontrer, mais on est très heureux de vous rencontrer. Vous avez fait un gros travail. Enfin, normalement, les gens viennent nous voir avant que vous ayez fait tout ce travail-là. Et du coup, on s'est dit avec Damien, mince, on aurait pu... si on avait su, on aurait pu gagner... ouais, exactement, on aurait pu être accompagné plus tôt. Donc voilà, c'est la première fois qu'on sortait réellement de notre garage pour en parler à des tiers... qui ne connaissent pas le projet, finalement, parce qu'hormis notre cercle familial, voilà. Et du coup, Transtech qui nous dit, c'est top votre projet, on va réussir à travailler ensemble, mais vous auriez pu venir nous voir plus tôt. Et est-ce que tu trouves qu'en France ou dans la région, on est bien aidé? C'est-à-dire que les entreprises, les entrepreneurs, entre les associations, les groupes comme la French Tech, comme Unitech, est-ce qu'on est bien entouré? Il y a un gros modèle économique qui nous pousse, en fin de compte, qui pousse les entrepreneurs à avancer? Alors oui et définitivement, mais il y a un mais. Je commence par le mais. De mon expérience, j'ai trouvé qu'il y avait un manque d'accès à l'information, après mes recherches sur Google, etc., pour savoir par quel bout prendre la pelote. Maintenant, une fois que j'ai trouvé le bout de pelote et que j'ai commencé à tirer dessus, là on a trouvé
toutes les structures qui accompagnent les inventeurs, qui accompagnent les start-upers ou les créateurs d'entreprises. Et clairement, jusqu'à la région, jusqu'à l'État, l'accompagnement, il est là. Les solutions, elles existent. Les formations existent. Les mises en relation avec les différents partenaires possibles existent. Ces partenaires sont identifiés. On peut citer plusieurs acteurs, mais la CCI, on a parlé de Transtech, ici on est chez Unitech, tu as cité la French Tech juste avant, il y a Bordeaux Techno West aussi, etc. etc. Côté banque, on peut ne pas le savoir, mais il y a de nombreux partenaires bancaires, alors je ne vais pas citer de marque, mais qui accompagnent aussi l'innovation. On a BNP, on a Crédit Mutuel, on a Banque Populaire, etc., etc. Et qui sont capables d'avoir des solutions pour aussi accompagner le développement des startups qui ont des solutions en fonction de leur niveau de maturité. Donc, et puis côté région, côté État, il y a aussi BPI, bien évidemment. Il y a aussi une volonté en Nouvelle-Aquitaine. Nous, on a participé à une intervention à la région avec la volonté de la région d'aller chercher justement ces personnes qui veulent entreprendre, qui veulent innover, qui veulent inventer et de pouvoir les accompagner financièrement et en termes de structure. Donc, très positif là-dessus. Là, pour nous, la difficulté a été de trouver l'information au début. Par rapport à ton parcours, par rapport à l'activité, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie d'entreprendre ? La première, c'est de s'entourer. C'est de s'entourer tout le temps, c'est d'aller toujours chercher et ne pas hésiter à déranger, parce que c'est important aussi, ne pas hésiter à solliciter toute personne qui peut aider, qui peut avoir une info de façon plus avancée. C'est aussi d'être très rigoureux sur les partenaires avec lesquels on va s'inscrire dans le temps et avec lesquels on va travailler. C'est important, c'est pas important, je crois que c'est absolument nécessaire d'aller chercher les références des partenaires, d'aller consulter ces références-là, parce que selon l'état d'avancement du projet, mais une mauvaise sélection de partenaires peut engager la survie du projet. Alors, ça dépend encore son niveau de maturité, mais être bien vigilant. Ensuite, côté start-upper, il y a une question, c'est un long chemin. C'est un long chemin qui demande quelques sacrifices, qui demande aussi d'affronter quelques difficultés. Il faut avoir une foi assez inébranlable dans son projet, être vraiment convaincu que ce qu'on fait a du sens et qu'il a un réel avenir auprès de clients. Je pense aussi, si je devais donner un conseil, c'est de bien travailler sa pugnacité ou sa résilience. C'est cette capacité à ne pas abandonner et c'est cette capacité à absorber les difficultés pour continuer d'avancer. Partant de là, après, bien entouré, apte à subir les échecs et apte à continuer d'avancer vers la destination qu'on s'est fixée, déjà je pense que c'est pas mal. Le meilleur conseil que je pourrais donner, au-delà de ceux évoqués, c'est lancez-vous. N'hésitez pas, lancez-vous. On est quand même en France, on est bien accompagné. De façon très pratique, j'étais salarié, j'ai sollicité un cursus en évolution professionnelle. C'est un dispositif qui est dispensé par des organismes autour de l'emploi. Alors, moi, dans mon cas, c'était l'APEC, puisque j'étais cadre auparavant. Ce cursus en évolution professionnelle, tu expliques à des gens la nature de ton projet et la réalité possible de ton projet. Ça passe en commission, il y a une évaluation qui est faite, et si ton projet est jugé crédible et sérieux, ça te permet de prononcer ta démission et de bénéficier au moment de ta démission de tes indemnités chômage, sans avoir la carence avant de bénéficier de l'indemnité. Donc ça, c'est opérationnel, c'est un dispositif qui est mis en place par l'État, et heureusement qu'il est là, parce que nous, c'est clairement ce qui nous a permis de nous lancer, de gérer le risque comme ça. Lancez-vous, c'est le conseil le plus important, ne pas hésiter. Toi, tu es un passionné à la base d'astronomie. C'est quoi qui te fascine ? À la base, c'est une question d'émotion. Je suis rentré dedans avec un livre et j'avais 6 ans. Je me promène avec mon père. À l'époque, on avait beaucoup de librairies. Et donc, je vois un bouquin en vitrine. Et ce bouquin, je sais pas, la cover m'attire et je bloque dessus. Et du coup, mon père le voit et achète ce livre. Et ça commence comme ça. Et du coup, ce livre, je le feuillette. Et quand je le feuillette, il y a un imaginaire qui se développe, je vois des planètes, je vois des galaxies, etc. Et du coup, ça m'intéresse aussi, donc le livre, je le dévore et je le redévore. Plus tard, quand je suis adolescent, mon père habite dans les Cévennes, qui est aujourd'hui
un ciel protégé avec un accès au ciel qui est vraiment canon. Il reste quelques endroits en France comme les Causses du Quercy ou les Landes où tu as accès à un très beau ciel. Et les soirs d'été, on sortait les plaids, on sortait les jumelles et puis on s'allongeait à la fraîche et puis on regardait le ciel comme ça. Donc c'était plutôt contemplatif, c'était pas de l'observation pour faire de la science ou quoi que ce soit. C'était strictement contemplatif, mais c'était de chouettes moments. C'est aussi ça qui m'intéresse dans l'astronomie, quand je regarde dans l'oculaire, quand je vois de mes yeux des nébuleuses, des galaxies, des amas d'étoiles, ou que je vois les anneaux de Saturne ou les lunes de Jupiter, ou même les bandes de nuages de Jupiter. Et c'est à chaque fois la même émotion qui est renouvelée. C'est un peu bateau, mais il y a quelque chose de beau avec un B majuscule quand tu regardes dans un télescope et que tu regardes l'univers. Au-delà d'aller chercher des données ou d'aller plus loin dans le truc, mais juste ça, c'est comme quand tu te retrouves sur la plage sur un coucher de soleil le soir, ou quand tu as un ciel pommelé de nuages avec un soleil naissant ou couchant, ça crée des lumières qui sont assez spectaculaires, ça crée une émotion tout de suite. L'observation de l'espace, c'est la même chose. Merci pour tes infos, tes conseils. Et puis je pense que ça va aussi peut-être inspirer des gens. Pourquoi pas mettre un petit œil pour admirer le ciel. Je le souhaite. Merci de m'avoir ouvert le micro et de m'avoir fait participer à ton podcast. Je le trouve super et à mon tour, j'espère que d'autres entrepreneurs pourront y accéder, le découvriront et pourront s'en inspirer pour leur développement. La citation du soir est de Thomas Pesquet. L'homme a toujours eu besoin de se confronter à des choses qui le dépassent. C'est en sortant de sa zone de confort qu'on apprend. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires sur Spotify, Audioblog et Google Podcast. On se retrouve également sur la page Facebook et Instagram de Passion d'entreprendre. Soyez forts et déterminés dans tous vos projets. À bientôt pour un nouvel épisode de votre podcast. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre.